Ça filme. On va reséparer, puis moi je vais donner au gamin. Il va faire donner. Oui. Et ça filme, les amis, avec cette belle météo, c'est incroyable. Voilà. Ok, t'es prêt? Mais moi, je Magnifique, petite fille. Elle est toute bonne. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver sur ce podcast signature service compris. On est aujourd'hui chez un vrai passionné, chez des terriens, des gens qui sont ancrés dans le sol, mais qui voyagent à travers le monde entier. C'est une grande maison avec un nom connu et reconnu dans le milieu du vin. On adore cet endroit, on adore tout ce que vous faites. Donc aujourd'hui, on est chez Jonathan Favre, voilà, qui nous fait le plaisir de nous recevoir dans sa cave. Mais avec plaisir. Voilà, Tu es et le en bienvenu. vallée. Là, bien évidemment, sous le soleil. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on c'est appelle magnifique. la Californie Suisse d'ailleurs, et on adore ça. Donc, on va revenir sur, on va parler de ton parcours, qui est quand même assez atypique, tu es jeune, on peut dire ton âge? Oui, bien sûr, j'ai 35 ans. 35 ans, voilà. 35 ans, tu es relativement jeune, on va dire, mais tu as déjà un parcours qui est incroyable et qui est assez atypique. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ton histoire complète, on va dire, et puis évidemment du trio quand même qui est existant, parce que Bien ceux sûr. qui sont en train de te passer le flambeau Bien sûr, aujourd'hui, bien sûr. donc de Mike Favre. Et de John Favre, voilà, c'est ça. Jean-Charles, Ou Favre, John pour ou les John, intimes, voilà. voilà. Il y a une petite histoire autour de tout ça parce que Tout c'est vrai à que fait. c'est C'est assez assez atypique. quand même, atypique hein. d'avoir John et Mike comme ça en vallée, mais il y a une vraie histoire, tu nous la raconteras. Ben, avec plaisir. C'est une vraie Volontiers. confidence, c'est une vraie histoire. Volontiers. Ok, juste avant, je vais remercier tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ce podcast. Vous savez que c'est nous suivre, mettre ce petit like, un commentaire, partager, et bien effectivement ça soutient en fait ce qu'on fait, donc ça nous donne du sens. Donc merci, et puis vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, principalement YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, et puis évidemment Spotify en podcast et puis en vidéocast comme on peut le dire. Jonathan, merci de nous Mais recevoir. avec grand plaisir. On va démarrer dans le vif du sujet, on va dire. Aujourd'hui, à quoi ressemble une vraie journée pour toi? Ah bah aujourd'hui, cette semaine ici, nous on a fini notre partie, grosse partie vendange. On a rentré tous les vins à la cave, on a fini la grosse partie fermentation. Maintenant on est sur les deuxièmes fermentations un petit peu, on est en train de choyer un petit peu ces vins. Alors ma journée est atypique vraiment entre la vente, la cave, la gestion, et aujourd'hui on était en train de travailler dans la viticulture, un peu arracher quelques ceps, préparer pour l'année prochaine pour replanter des nouveaux cépages. Magnifique. Alors, on va revenir un peu sur ton parcours global, parce que je pense que c'est quand même important que tu nous parles un petit peu de ton héritage, et puis surtout de ton parcours, puisque c'est vrai qu'il y a une histoire familiale, Tout à fait. il y a une histoire de voyage, Oui. et une histoire d'apprenant, on va dire, qui est existante. Salut Ciao. John. Bonjour, Ouais, c'est Jean-Charles. Ah ouais, ça fait un moment. Voilà, bah oui, tu vois. Ça Ça fait plaisir de te voir. T'as En pleine retrouvé forme. le chemin du sapeur de Salut. plage. Salut Nils. Dimitri, enchanté. Ça va bien? Tu vois les restes? Ouais, bah non, bah mais en pleine forme. Vous êtes au top. On a c'est interview, c'est podcast. On a un podcast avec podcast sur YouTube. Alors ça c'est sympa, tu vois. Ah, mais il y a plein de photos, ouais. Serré, Je te fais voir après. J'ai tout les Dans infos. la Jeep. non, ça- là. Ah ouais. Il faut bien passer la Ouais, non, bouteille. mais Chaque année, j'ai le. Chaque année, j'ai Ok, bon, et cassez-vous du. Ouais, nous, Cassez-vous. on quand il faut pas arriver. Ouais, mais ça va. Eh, c'est allez bien, un peu c'est plus bien. loin, s'il vous plaît. Pas de problème, tout va bien. Ah, mais vous enregistrez? Oui, on enregistre. Oui, on ça va, enregistre, ça va. Puis là, sur la photo, Eh, je mettrai ça dans le best-of. Best of dans le. Ouais, dans le. Bien sûr, dans le. l'autre tracteur là. Ah, qu'il a montré des plans. En effet, ça filme. Allez, cassez-vous. Voilà. Merci. Alors, comme vous l'avez vu, ici c'est très vivant. On est dans Bienvenue un en petit Valais. village qui s'appelle Bienvenue en Chaboson, Valais. mais il y a une vie incroyable. Donc, on était en train de parler justement de. Enfin, d'aller nous expliquer un petit peu tout ton parcours. Je dirais de la façon dont tu es arrivé dans la vigne. Alors, évidemment, ça peut paraître assez direct, mais en réalité, il y a une vraie histoire. Oui, tout à fait. Nous, on est avec mon petit frère et moi, on a toujours été dans la vigne
et le vin. En fait, si on veut, on a toujours été depuis tout petit un peu dans cette ambiance vitivinicole, mais on a toujours eu le choix de faire ce qu'on voulait. Vraiment, on n'avait aucune obligation de faire de la vigne et du vin. Et puis en fait, en allant à l'école un peu plus tard, moi, mes deux passions principales, c'était vraiment la vigne et aussi la mécanique un peu. Et à un moment donné, j'ai choisi la viticulture. Et quand j'ai commencé l'école de Châteauneuf, ça a été plutôt une évidence pour moi que j'avais fait le bon choix. Ok. Et tu as fait Changin aussi. Ouais, alors le premier step c'est Châteauneuf, c'est le CFC de viticulture, et puis ensuite j'ai continué ma formation supérieure à Changin en faisant le brevet et la maîtrise en œnologie. Mais c'est un peu un step normal parce que quand on va aller plus loin, le hub c'est vraiment à Changin. À Changin, c'est vraiment renommé en Suisse, et on va dire même mondialement. Et en plus de ça, ce qui est vachement intéressant avec Changin, c'est qu'ils ont conservé ce hub suisse. C'est le seul endroit où c'est qu'il y a une formation supérieure, c'est à Changin. Donc tu te retrouves avec des frontaliers de la France, de l'Italie, les Valaisans, les Vaudois, les Genevois, les Fribourgeois et toute la Suisse allemande qui viennent au même endroit pour se former dans ce niveau 2 un peu de la vitiviniculture. Ok, super. Et quand tu dis vitiviniculture, explique un peu En fait, nous on a toujours, on se dit vigneron en caveur. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment la culture de la vigne, le raisin, et ensuite la transformation en vin. Alors on a vraiment toute la chaîne de A à Z, on fait de la vigne, du vin, de la vente. Ça reste vraiment une culture générale où on a un peu un impact sur l'entier de la branche. Ok, super. Et hyper intéressant d'ailleurs. Combien ça dure le parcours, la base, le CFC, c'est 3 ans. Et ensuite, le brevet, c'est 2 ans. Et la maîtrise, il faut être un petit peu plus vieux. Et c'est sur 1 année et demie, 2 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un cursus qui assez long, ouais, exactement. C'est quand même un cursus qui est quand même relativement long, mais qui se fait en étapes parce que il faut la base, ensuite il faut aller travailler un petit peu, puis ensuite pour faire les steps supérieurs, il y a une volonté, puis peut-être une petite expérience à avoir pour aller plus loin. Okay, donc aujourd'hui, en fait, c'est quoi ton actualité? Actuellement, on est vraiment dans cette phase de transition. Hein. On voit on va vers des grands questionnements. Mais mon actualité principale, c'est vrai qu'on fait des projets un peu fun. Là, on a commencé à vendre une petite arvine à l'international qui s'appelle Master Barrel, qu'on va exporter justement aux États-Unis dans les casinos. Il y a un peu, justement, ils se connaissent très peu. Hein, la petite arvine, vous exportez déjà beaucoup. On exporte un peu dans le monde entier, un peu principalement de la petite arvine. Nous, on est d'ailleurs notre site internet, c'est petitearvine.com. Mais c'est un cépage qu'on aime bien particulièrement parce qu'il est assez unique. Et puis on a un grand historique par rapport à ça, et de pouvoir promouvoir ce vin international parce qu'il est vraiment de niveau international, comme des grands sauvignons blancs et autres. C'est vraiment très intéressant de faire ça. Alors mon actualité, c'est un peu ça. Nous, on est en train de faire le millésime 25 en cave, et puis on est en train de prévoir les futurs projets, un peu de la mécanique, des voyages l'année prochaine, peut-être aussi pour aller faire un petit truc, deux, trois trucs. Mais c'est vraiment assez sympa de pouvoir continuer un peu ce boulot, et sous le coude on continue vraiment un peu cette transmission d'entreprise. Hein, c'est ça, là, en fait, justement, la cheville, c'est l'actualité de la cave, mais aujourd'hui, il y a quand même cette vraie histoire familiale, et ça nous intéresse. Mais voilà, moi, je suis fils de vigneron et des deux côtés de mes parents. Je suis 5e génération du côté de ma maman et 3e génération du côté de mon papa. La famille Carupt, Julien Carupt. Et d'ailleurs, on a conservé les vignes. L'histoire est assez originale parce que mon grand-père, ils sont vraiment une grande lignée de vignerons. La cave, elle a été fondée en 1886, et c'est vraiment 5 générations. Et la génération de mon grand-père, elle a dit non, écoute, les 3 filles, il a eu 3 filles, non, pas de viticulture pour elle, c'est pas un métier de femme. Alors ça s'est arrêté comme ça, ce qui est dommage. Mais par contre, on a pu récupérer toutes les vignes ici à la cave. Et moi, je conserve encore la bouteille de petite arvine historique de Julien Carupt comme une marque. Voilà. Alors, donc historique familial dans ce style-là, des deux côtés, mais surtout longue historique d'alcoolique. Hein. Ouais. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, en fait, tu partages souvent les choses du terrain. Qu'est-ce qu'on ne voit pas, par exemple, sur les réseaux et qui fait vraiment partie
intégrante de la vie d'un encaveur. Bah, je dirais la vie d'un encaveur quand même, là actuellement ça reste quand même la vente et tout, mais la partie familiale aussi, parce que j'ai une petite famille, j'ai des enfants, on a mes parents, mon oncle et tout, on a vraiment ce behind the scenes, c'est que en fait on s'occupe des petits, on essaie de voir un peu la livraison, la discussion aussi, ben, comme avec toi aujourd'hui, faire un peu de cette promotion, cette vente positive, hein, parce que nous on est souvent liés aussi à la presse, à ce qui se passe, etc. Et puis on est des petits artisans qui font du grand vin. Et l'idée de trouver cette distribution, et ça c'est vachement intéressant. Et on est très content de t'accueillir aujourd'hui. Ah oui, Ben, peut-être si on va dans l'autre sens, nous on s'est rencontrés quand tu travaillais pour un groupe hôtelier, hein, voilà, il y a quelques années en arrière, et on s'était trouvé avec plaisir. Tu avais donné des bonnes adresses sur la Côte d'Azur dans d'une vie antérieure. Hein, c'est ça. Exactement. Ok, et donc aujourd'hui, il y a cette vie d'encaveur, et puis si je te disais être en coulisses, ça évoquerait quoi pour toi? Bon, être en coulisses, c'est vrai que il y a une chose qui continue toujours, c'est la vie du vin. Hein, être en coulisses, c'est suivre la vie du vin tous les jours, que tu fasses X, Y, Z. Là, on a toujours un œil sur la cave. Qu'est-ce qui fermente, qu'est-ce qui fermente pas, ça s'évolue bien, est-ce que ça évolue pas bien. Il y a cet aspect temps qui est incompressible. Parce que pour faire du vin, il faut du temps. Moi, je suis quelqu'un quand même d'énergie, qui aime bien que ça avance les choses et tout. Mais en contrebalançant ça, on n'a pas le choix que le vin prend du temps. Pour faire des bons vins, il faut un peu de timing, il faut aller à la cool. Et puis ça contrebalance tout ça. Alors, on a toujours un œil sur la cave, déguster un petit coup, voir si ça marche, regarder si les bondelles bougent, juste l'odorat quand tu rentres dans la cave, dire qu'est-ce que ça sent, est-ce que ça sent bien, pas bien. Tu dis en fait que etc. tous les sens ils sont vraiment en éveil. Ça fait partie de notre métier et tout. C'est vrai que autant la description du vin elle est très intéressante pour cette partie restauration, mais autant la dégustation elle est importante pour l'élaboration et nos sens, autant visuels que les oreilles, que la bouche, que le toucher, la température, etc. C'est des choses qu'on utilise tous les jours. Vraiment. Si tu devais classer justement les 5 sens, ouais, c'est difficile à classer. Je dirais que de temps en temps, alors la principale qualité. De temps en temps, quand on travaille à la cave, on met les pamires parce qu'on a des karchers, etc. et des choses qui font beaucoup de bruit. Et on se rend compte qu'on est très dépendant aussi du bruit, du son, de la vision du son. Le son, par exemple, quand tu pompes, etc. Il y a des intérêts vraiment. Mais après, je pense que l'odorat et le goût, ça reste les principaux éléments hein, dans notre vie de vigneron en cave. Donc là, en fait, tu es vraiment né dans la vigne, comme on peut le dire. Et puis tu dis souvent qu'en réalité, rien n'était écrit parce que tu avais le choix entre la mécanique, tu avais le choix entre la vitiviniculture. Donc qu'est-ce qui t'a fait vraiment basculer au fond de toi? Je dirais que j'ai toujours bien aimé ce qu'on faisait ici à la cave, d'aller dans les tracteurs, d'aller dehors, de pas avoir si on veut une monotonie aussi, parce que c'est ça notre métier principalement ici à la cave. Quand tu es vigneron en caveur, chaque jour il y a 8000 travaux différents, vraiment tout à coup on va aller réparer une prise électrique, autant on va aller livrer des bouteilles, autant il y a un problème sur un tracteur, on va les réparer. Tout à coup, il faut faire autre chose. C'est vraiment, il faut être comme un couteau suisse, multi-talented, un peu comme on veut. C'est vraiment l'élément. Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment sauté dedans? Je me suis dit, ouais, je vais quand même essayer parce que mon cœur a toujours été partagé avec la mécanique. Et puis en fait, c'était un win-win parce qu'on fait beaucoup de mécanique aussi maintenant, actuellement. On a un atelier mécanique où on peut fabriquer nos machines, fabriquer ce qu'on a besoin, tout ce qui nous entoure, hein, on peut le faire. Et l'aspect héritage, transmission familiale, ça c'est quand même... On a l'impression que c'est toujours facile, mais en réalité c'est quand même très compliqué de travailler en famille. Surtout et là, en fait, vous avez quand même réussi. Oui. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Évidemment il a fallu un parcours et tout, et c'est vrai que de venir d'une famille qui est connue, d'être fils d'eux, moi ça m'a jamais vraiment dérangé d'être fils d'eux, mais c'est clair que pendant un long moment, et ton frère et mon papa, mon frère de base il a jamais vraiment été très intéressé par la viticulture. Il a choisi plus rapidement que moi de faire ça. Par contre, la bonne chose qu'on avait quand on était plus jeune, pendant les vacances, on devait travailler à la cave, mais on faisait la mise en bouteille. Et puis la mise en bouteille avec les cousins,
Et en fait, on avait une T'as quel âge, ambiance qui était t'as quel géniale, âge je dirais de 12 à 16 ans. Donc mise en Ou de- bouteille avec un petit peu de Non, testing pas ou du tout, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok. Mais par contre, c'est vrai que oui, non, mais l'ambiance était super. Et puis ça, c'est la belle promotion du métier parce que c'est un joli job à faire. Ça nous plaît. Et aussi, l'autre avantage, c'est qu'on a toujours eu un petit c'était pas du bénévolat. C'était quand on est travaillé à la cave, il y avait un petit sou, un petit truc. C'était pas gratos. Il y avait quelque chose. Oui, il y avait une valeur, Une au valeur. travail. Et ça, peut-être, maintenant que je suis papa, cette transmission de dire la valeur du travail, la valeur aussi comment dire, de Du moment, l'éducation, de du l'éducation. moment, du plaisir aussi de travailler un peu, parce que c'est vrai que on a du fun à travailler. C'est ça. C'est top, c'est vraiment top. Moi, c'est vrai que je connais maintenant le domaine depuis 2017. Hein. T'imagines, ça fait 8 ans qu'on se connaît, qu'on se fréquente. Mais oui. Effectivement, on s'est connus dans le côtelier, dans mon restaurant aussi que Voilà, j'avais à Lausanne. tout à fait. Ouais, tout à fait. Et puis moi, je prenais toujours plaisir parce qu'on était dans le canton de Vaud à proposer justement ces Des vins vins valaisans. incroyables Ouais. du Valais. Et puis surtout Oui. que là, on est dans ce qu'on appelle le cirque, hein, de la petite Arvine. Hein, c'est Oui, ça, hein. oui, la petite Arvine en soi, il y a 160 hectares au monde environ. Ici, nous, on en a quoi, 2 hectares à peu près. Mais c'est vrai que c'est un endroit, le Valais central. Hein, Chameson en particulier, c'est une des plus grandes communes viticoles de Suisse. On a 400 hectares d'attenants sur ce grand coteau ici. Et la particularité, c'est qu'on a un climat un peu qui ressemble à Tain-l'Hermitage, plus qu'à où tu habites actuellement. On a beaucoup plus de soleil et plus de soleil, mais moins Ouais, d'eau. quand même, Je quand dirais même. moins d'eau, Quand même, hein, c'est Surtout vrai que moins d'eau. Quand Voilà. on vaut, Oui, mais c'est des climats différents, il y a des plus et des moins, etc. Mais ouais, ici, c'est super, il faut venir ici. Bah bien sûr, attends, avec grand plaisir. Donc toi, tu as quand même aussi cette culture du voyage, Oui. et puis de l'international, hein, parce que du coup, avec tes parents qui ont vécu aux États-Unis, Oui. ton éducation et ta formation entre Changin, Châteauneuf, et puis tes voyages perso, etc. Ça t'a apporté quoi en fait l'international? Bah, ici en Niveau Valais, spirit. en Valais, on est quand même malheureusement, on est quand même entouré de montagnes et souvent la mentalité reste entourée de montagnes. C'est quand même assez fermé. On est des gens très accueillants, des gens très ouverts, avec beaucoup de plaisir, mais souvent cette ouverture sur le monde, on doit partir d'ici pour apprécier encore de revenir. Et c'est vrai que mes parents ont vécu aux États-Unis, hein, ils ont vécu 7 ans aux États-Unis, et puis ils devaient partir pour faire un stage un stage de 3 mois au Nouveau-Mexique, et ils sont restés 7 ans. En fait, ils ont trouvé ça cool, ils sont revenus, puis ils ont transmis un peu cette passion de l'Amérique. On peut presque dire que c'est une passion, hein, de là, et j'y suis retourné récemment. J'ai visité avec mon épouse 23 États déjà actuellement. On a déjà pas mal pour la game, c'est déjà assez cool. Mais plutôt pour le fun d'y aller et d'être parti, d'aller voir ailleurs, d'être en solo, de devoir se débrouiller, d'avoir une ouverture un peu internationale. Parce que c'est vrai qu'on est une goutte d'eau dans le monde du vin ici en Valais. Nous, le Valais entier, c'est 5000 hectares, c'est la taille de Saint-Émilion, hein, si on veut comparer avec la Bordeaux France. et la France. Donc c'est rien, c'est vraiment une goutte d'eau dans le monde du vin. Et pour ça, il faut pouvoir sectoriser, aller voir ailleurs, faire autre chose. Et puis les plus grands avantages, c'était déjà d'apprendre l'anglais. J'ai toujours aimé, mais que pour approfondir une autre culture et puis de voir d'autres gens, déguster d'autres choses. Vraiment, le monde du vin pour ça, c'est vraiment un truc super. Parce que partout dans le monde, ouais, ça ouvre le monde. il y aura un truc super à déguster qui aura une condition différente, quelque chose de différent. Donc du coup, aujourd'hui, quand tu vois ton domaine justement, qui est toujours le domaine familial, tu te vois plutôt comme un héritier ou plutôt comme un bâtisseur? Je dirais que tu peux pas construire des choses sans hériter de quelque chose, tu vois. Alors nous, on a hérité du bonheur, du terroir, comment dire. On fait des vignes avec ce que mes parents, mes grands-parents ont planté. Donc l'héritage, il est tout aussi important. Ce qu'on déguste là maintenant, la petite Arvine, c'est des vignes qui ont bientôt une centaine d'années. S'ils avaient arraché ça il y a 30 ans en arrière, on ne pourrait pas faire ça maintenant. Donc on est ancré dans le terroir, aussi par plaisir de l'appartenance, de dire « Ah mais tu viens de quelque part ». Et puis on a encore cet aspect Chamezard, on regarde les noms de famille, les numéros de plaques sur les voitures, dire tu viens de où, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, et ça met une valeur à ce que tu fais aussi. Et moi je trouve que l'héritage il est très important. Mais l'héritage c'est juste une base. Pour faire ça, c'est une transmission, c'est quelque chose, mais tu peux en rien en faire, tout vendre si tu veux quand tu as un héritage.
Mais là, nous ici, on a toujours, grâce surtout à mon papa, toujours une vision très progressiste de la vigne, du vin, de la vie, d'adaptation, et d'aller vers l'avenir. Donc c'est bien joli d'avoir quelque chose en héritage, mais il faut aller vers l'avenir. C'est ça. Ok, c'est top. Donc justement, tu parles beaucoup de valeurs et donc tu formes des apprentis aussi, hein, donc ce qui est assez rare. Donc tu transmets. Qu'est-ce qui t'anime concrètement dans cette mission? Nous, on a Parce que toujours t'es eu jeune, cette... je veux dire, Oui, tout à faut être fait. préoccupé vraiment que de toi. Ouais, c'est vrai. Alors, comment dire, c'était ma part aussi. Bon, quand j'avais pas d'enfants et pas forcément les capacités ni le temps d'aller enseigner, c'était ma part aussi de dire c'est mon dû à la génération suivante, etc. Puis du fun aussi. Alors, c'était vraiment du fun de transmettre ça. Ici à la cave, il y a toujours eu des apprentis. Et ça fait aussi partie de cette mentalité, parce que quand tu veux transmettre, tu dois raconter des choses vraies, te mettre à la page, être toujours, raconter des vrais trucs. Et puis maintenant, avec Internet, tu peux plus raconter de conneries. Tu dois dire ce que tu sais, ce que tu as remarqué, mais plus inventer des choses, parce que en fait, c'est facile. Tu as toutes les informations. Il y a toute l'information, elle est disponible sur Internet. Mais ce que tu n'as pas sur Internet, c'est vraiment le ressenti, la touch et ça. Donc la formation est un truc important qu'on a toujours aimé. Et puis ben voilà, ça nous permet de rester aussi à la page et puis de cette transmission, de ne pas venir un vieux schnock aussi. Alors justement, en parlant de tes aînés, heureusement ils sont rentrés dans la cave. Et justement, qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu constates comme différence entre ta génération, les générations même plus jeunes que la tienne, et justement tes aînés? Je dirais que la génération, nous on n'a jamais, ma génération de vignerons, hein, moi ça fait 10, c'est mon 11e millésime cette année à la commande de la cave, si on veut rendre la transformation, je voyais que côté de mon oncle, mon papa, ils étaient dans une génération où tout était plus facile, tout était plus, comment dire, il y avait les gens consommaient plus de vin, il y avait d'autres problèmes, mais il y avait une progression. Maintenant, on est vraiment dans une adaptation et puis un nouveau grand chapitre de la viticulture, comme eux, ils avaient passé ce grand chapitre des années 80. Tu sais qu'il y avait cette surproduction dans les années 80 où il a fallu vraiment prendre des décisions, ils avaient introduit l'AOC, etc. Nous, dans les années de 25-26, on est là, on en est là. Les gens consomment moins de vin. On est dans ce fin du chapitre précédent, nouveau chapitre suivant. Il y a vraiment une grande adaptation parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les générations plus jeunes, et notamment la Gen Z, qui a connu le Covid, etc., c'est des générations qui n'ont pas été habituées à consommer du vin ou de la bière. Enfin, ça consomme vraiment différemment. En fait. Et c'est vrai. Du coup, même nous, les adultes plus cet aspect âgés, social, on change aussi notre type de consommation. Mais tout à fait. Et je trouve que l'aspect social aussi du bistrot, du bar, tu vas t'accouder au bar pour boire un verre, rencontrer des gens, se perd quand même pas mal. Hein. On pensait même ici à Sion où c'est très social et où on a beaucoup de 1-1, et même ici à Chameson, on a quand même un village qui a 4000 habitants, 17 restaurants et 23 caves. C'est un combo incroyable, tu vois. C'est bienvenue à Chameson, c'est un peu ça. Et même au bar, ça s'est perdu quand même un petit peu. Et cet aspect de consommation, elle évolue. Mais aussi, on voit quand même que l'évolution est positive. Parce qu'on a un super événement ici à Chameson qui s'appelle les Caves ouvertes. Des vins du Valais, et grâce à cette proximité entre les... c'est les Caves ouvertes, c'est au printemps. L'événement que je te parle, c'est à l'Ascension. L'Ascension, c'est toujours le week-end où toute la Suisse a congé, le jeudi de l'Ascension. Et donc, ce qui est assez génial, c'est que tu peux venir en train et tu te déplaces avec ton petit bus ou à pied, parce que c'est vraiment pas loin. Et tout le monde, tous les acteurs de la vitiviniculture de Chameson jouent ensemble, tu peux manger toute la journée. Et on voit qu'il y a énormément de jeunes qui viennent déguster, mais plus à l'époque ils prennent 4 cartons de fendant pour se péter le tube, mais plutôt une bouteille d'Arvin, une bouteille de ça. Mais j'ai bien aimé, c'est cette génération Coca. Tu achètes 3 bouteilles, mais tu les bois, tu les mets plus de côté. On est vraiment plutôt dans la qualité plutôt que dans la consommation à outrance. En fait, on cherche vraiment d'être surpris et puis de raviver les goûts. L'essence, on n'arrête pas d'en parler, mais vraiment d'aller chercher l'essence. Donc du coup, si aujourd'hui on parlait de la relève du métier, t'es plutôt inquiet ou t'es plutôt optimiste? Alors, souvent on voit dans la presse qu'on est très inquiet parce qu'il y en a peu pour reprendre, blablabla, etc. Mais ce métier, c'est un métier de passionné, ça restera toujours un métier de passionné. Il y aura toujours des vignerons, mais c'est vrai que peut-être la promotion pour la beauté de ce métier n'est pas suffisante. Parce que c'est un beau métier, t'es dehors, t'es dedans, c'est très varié. Il y a du plaisir aussi, il y a du contact personnel, il y a beaucoup de choses qui
transitent autour de ce métier. C'est vrai que Je pense que c'est un métier qui est méconnu. mais je pense, ouais, c'est un métier qui est méconnu, qui est souvent affilié à ah oui, ils font du vin, ils boivent des verres et puis ils sont alcoolisés dans des caves jusqu'à pas d'heure. Ce qui a relativement changé actuellement et vraiment dans le positif, hein, vraiment, et ça reste une belle culture noble, hein, le vin, la viticulture, enfin, C'est des beaux c'est métiers, assez, ouais, toi, non, c'est des beaux commencer métiers, à- mais c'est surtout pour nos auditeurs. C'est vrai que le vin, c'est un peu, enfin ce milieu, c'est un peu comme l'hôtellerie, la restauration. On a l'impression que c'est des métiers très simples, etc. Oui. Alors que c'est des métiers où il faut des soft skills incroyables et des hard skills aussi incroyables. Mais tout parce à que fait, ouais. le puits de connaissances de chaque individu, il est multiple. Multiple et fun aussi. Et Enfin, fun, c'est ça, ouais. c'est surtout ça l'élément, tu vois, c'est tu peux prendre du plaisir. Après, ça a certainement évolué pour reprendre des trucs. Nous, on a toujours notre héritage un peu des états-uniens, si on veut. C'est vrai que Mike lui a toujours eu cette idée de dire ah ouais, mais on peut faire du vin à la californienne, faire du bon vin le matin et puis aller surfer l'après-midi. Il faut du fun aussi. Nous, on a toujours ici, on valorise toujours la qualité de la bouteille à la pénibilité du travail. Mais si tu as fait ton travail dur et puis que c'est pas bon à la fin, il n'y a pas d'intérêt. Alors que les Californiens, ils cherchent plutôt l'objectif, tu vois, avec du fun. Et c'est ça un peu l'équilibre qui change. Et donc du coup, aujourd'hui, bon, à ton niveau, hein, tu gères des équipes, tu gères des apprentis. Ce mindset, en fait, tu fais comment justement pour le garder très optimiste, puis surtout garder un cap par rapport à toutes ces décisions que tu dois prendre au Je dirais jour que, le jour. ouais, je suis d'accord, je comprends ce que tu veux me dire. Je dirais que là, les vignes, elles poussent ici depuis 100 ans, même plus. On a un héritage viticole, donc elles vont continuer de pousser. Le printemps, il revient, les vignes, elles recommencent à pousser. Donc, c'est une culture, et d'ailleurs, je profite de chaque année de tailler les vignes historiques de la petite Arvine avec un de mes cousins, Jean-Paul Caruso, qui a quelques années de plus que moi, et on voit que chaque année, on fait un petit débrief de l'année en cours, de qu'est-ce qui s'est passé et tout. Puis entre 1 ou 2 années, eh ben, ça se passe tellement de choses qu'en fait c'est immuable. En fait, la vigne au printemps, elle repousse et on a l'impression que tout va vite, que ça va changer, le temps, la météo, le truc. Non, c'est un truc, il y a des challenges, il y a des nouveautés, il y a des choses différentes, mais au printemps, la vigne, elle repousse. Et donc c'est ça la positivité. Donc ça veut dire que c'est très répétitif, entre guillemets, malgré que chaque jour soit complètement Mais c'est différent. répétitif Donc, manuellement. Voilà, il y a quelque chose quand même qui est assez Oui, et intéressant là-dessus. Oui, Et puis justement, quand les moments ils D'accord. deviennent compliqués, en fait, qu'est-ce qui te tient? Qu'est-ce qui te tient, qui te Bon, motive? je dirais que Que là, t'as le feu. déjà c'est sûr qu'on n'est pas tout seul. Et d'avoir John et Mike qui ont 40, 50 millésimes de retard, enfin d'expérience, un peu d'expérience si on veut, eux, ils ont aussi, ah mais on a vu ça déjà, mais ça on a déjà vu, mais ça on a déjà fait, on a fait ça, etc. Et puis ça drive aussi en avant, hein, tu vois, d'être positif, et puis moi je suis d'un tempérament positif, Ouais, où on peut trouver des solutions, tout est possible de faire des solutions, on est bien entouré, et peut-être que c'est aussi ça d'être bien entouré, tu vois, de pouvoir aller prendre des conseils, de pouvoir débriefer, de pouvoir discuter, Donc là, on famille, revient sur d'avoir un l'héritage. peu, Les bonnes fondations quand même, c'est important. les fondations, c'est important. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas innover et aller sûr. de l'avant quand ça ne marche pas, mais tenir la barre, c'est pas facile. Ouais, parce que justement, toi, tu es un petit peu, tu as ce côté faire moins, mais beaucoup mieux. Donc du coup, c'est une philosophie ou c'est plutôt une nécessité? Alors, c'est En plutôt vrai. une adaptation, moi je dirais. Une Il adaptation. faut une adaptation et un survie, parce que de continuer, ceux qui ont continué de faire comme il y a 10 ans en arrière, ben, ils sont presque à la faillite. Donc l'idée, c'est de dire, d'améliorer en faisant mieux ou en faisant différent. Et puis pas être fermé à la nouveauté. Donc du coup, tu as presque donné une réponse, mais si tu devais donner un vrai conseil à un plus jeune que toi, hyper motivé, Ouais. qui a les mêmes outils que toi ou peut-être moins, qu'est-ce que tu lui donnerais comme Ouais, conseil? moi je dirais qu'il faut persévérer déjà. Là, ça c'est l'important, c'est de persévérer et puis de pas se fermer les portes.
parce qu'on a souvent aussi beaucoup de hier dans la viticulture, dire ah mais on a toujours fait comme ça, mais on a toujours fait nanana, mais non, mais blablabla, etc. Puis on voit que ceux qui ont pensé outside the box, souvent ils ont été plus loin. On a des exemples comme par exemple les super toscans hein, qui s'étaient affranchis des limites pour faire des super vins. Il y a des possibilités, mais c'est juste une manière de penser, d'aller Il de faut l'avant. avoir une vision. Une vision et puis peut-être rester conscient de ce qui se passe. Tu sais, pas trop fermer les yeux, c'est ça aussi. Hyper intéressant comme réflexion. Et donc du coup, dans Signature, tu sais, on parle souvent de la solitude du décideur, en fait, hein, j'appelle ça la solitude décisionnelle. Ok. Toi, par rapport à ça, alors tu es toujours accompagné, mais quand même, tu es Oui. aujourd'hui à la barre, Mhm. c'est toi qui es dans la relève. Tu te sens comment par rapport à cette situation? Ouais, moi je me sens bien quand même, mais c'est vrai que c'est un challenge, ça reste un challenge. Salut. Salut. C'est un challenge cette décision. Alors, comme tu l'as dit, je suis pas solo pour l'instant. Je tourne mon oncle et mon papa qui sont présents. Mais c'est vrai que de guider cette barque, hein, je vois aussi que mon épouse elle est dans le médical, hein, elle est dans une autre réalité. Dire, elle est certainement je peux me confier et tout, mais des fois de trouver un bon équilibre entre ça, ben, c'est pas si facile. Oui, parce que du coup, tu es entre plein de générations. Tes enfants, Oui. ton Oui. père, ton oncle, ta femme qui est dans un autre métier, C'est ton ce qui frère, est motivant. tout ça, voilà. Donc tout ça, quand même, t'es seul, quoi. Je veux Après- dire, qu'est-ce qui fait que... Après, je dirais qu'actuellement aussi, pour éviter cette solitude, on a un bon ratio aussi avec les jeunes de ma génération. Ici à Chamazon, on est à peu près une dizaine de ma génération qui reprenons une cave. Ah, génial. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a passé cette phase de l'omerta où personne ne se disputait ensemble, parce que ça a été la génération dans les années 80, 90, anciens, ils se tiraient 2000, dessus. les anciens ils se tiraient dessus, ils disaient on va en tout cas pas, il va nous piquer, il va pas nous piquer notre recette à Titerville. Alors que maintenant on est revenu dans cette génération où on se tient un peu les coudes et Il y on a un l'échange, échange puis un la peu plus transmission, libre. du coup, aussi. Transmission, mais plutôt échange, tu sais aussi positivement, de dire ah ouais, ah mais toi t'as eu ce problème là, ah ben attends écoute, moi j'ai une idée, on a par exemple un truc concret, c'est que on a racheté des bouteilles ensemble pour optimiser les prix, ce qui s'était plus fait depuis à peu près 20 ou 30 ans ici à Chamazon. Super Non, histoire. avec mes potes Raphaël et Renaud, on s'est dit écoute maintenant on achète ensemble, comme ça on peut renégocier un truc, et puis ben, il y a eu des avantages. Hyper malin. Ouais, mais c'était plus nécessaire à un moment donné parce que ça marchait tellement bien. Alors que maintenant ça change, ça évolue, c'est ça l'adaptation. Ouais, il faut s'adapter. Ok, et si tu devais aujourd'hui définir ce métier, parce qu'on va arriver à la fin de ce podcast, et puis du coup de ce vidéocast aussi, parce que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, hein, comme je disais, si tu devais définir vraiment ce métier en une phrase, ça serait laquelle en fait? Définir ce métier, c'est comment dire, fabriquer des trucs avec tes propres mains pour avoir du fun avec les copains. Génial, c'est top. Et du coup aussi, on doit aborder ce sujet parce que c'est vrai que donc, en Valais, hein, pour ceux Oui, qui connaissent oui. donc, en Suisse, mais c'est vrai que aussi c'est un canton qui est quand même très protectionniste, on va dire, Ouais, très tradition, traditionnel. tradition. Voilà, et qu'on adore d'ailleurs. Oui, oui, tout le monde bien en Suisse sûr, rêve bien sûr, du Valais. bien hein. sûr, bien sûr. D'ailleurs, donc du coup, pourquoi John et Mike Mais, pourquoi cette existence en fait? C'était très drôle parce que c'est vrai que John et Mike, mon papa Michel et mon oncle Jean-Charles, Voilà. quand ils avaient 16 ans, bah, c'était la mode Johnny Hallyday, Mick Jagger et D'accord, compagnie. ouais. Alors c'est comme ça qu'ils se sont appelés parce que Mike, il pensait que Mick Jagger ça se disait Mike, et puis John, c'était le truc et tout. Alors ils s'étaient renommés quand ils avaient les vélomoteurs et tout, ils trouvaient ça cool. Puis en fait, ben, ça s'est confirmé par la suite avec les voyages aux États-Unis de Mike, et puis en fait, il a dû changer son nom après le 11 septembre parce qu'on ne pouvait plus voyager en avion avec plus ton vrai nom sur le billet. À l'époque, les diminutifs ça fonctionnait pour voyager. Alors il a dû changer son nom officiellement en Michel Mike Fabre. Et c'est pour ça qu'on a gardé John and Mike Fabre et moi Jonathan. Jonathan qui est aussi un deuxième prénom assez rigolo. Moi je m'appelle Jonathan Wayne Fabre. Ok. Ah ouais, parce que le W était cool. À l'époque, avant Bush, le W était vraiment cool. Ça faisait comme les présidents, J. Washington Favre. Et puis, il m'a renommé un surnom, c'était The Duke, parce que John Wayne, son surnom c'était The Duke. Ok. Bon, magnifique. En tout cas, on passe un super moment. J'irai si tu avais le mot de la fin. Est-ce que d'ailleurs on fait venir Mike qui est là en coulisses? Viens avec nous, Mike.
Allez, viens, viens. En coulisses. Voilà, t'es en coulisses sous ce beau soleil valaisan qu'on appelle en Valais la Californie. Tu peux te mettre jusqu'ici. Voilà, j'allais donner le mot de la fin à Jonathan de ce podcast. Si justement tu avais cette phrase pour dire, voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire? Ah non, mais le mot de la fin, non, mais je dis, mais bienvenue en Valais, bienvenue chez John et Mike Favre, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Hein. Voilà. Toi aussi Magnifique. d'ailleurs. Hein. Oui, oui, bah, moi j'adore ça. Et Mike, merci en tout cas pour tout cet héritage que tu transmets. On trouve ça quand même incroyable. On vient de passer un excellent moment. Si tu avais quelque chose à donner ou à conseiller justement à toute cette jeunesse. À donner de moins en moins, hein. À vendre. Avant, Le truc, oui, à donner. Non,